La Maison des Métallos présente de nouvelles rencontres inattendues autour des transitions sociétales et de l'urgence climatique. Confrontation d'idées, fabrique d'étincelles, déclencheur d'utopie, appel à l'action, ces soirées associeront des sociologues, des philosophes, des activistes, des poètes, des scientifiques et des artistes pour des débats en public. La transphobie est omniprésente. Du regard réprobateur des voisines et voisins et des inconnus dans la rue, au mégenrage et au deadnaming dans le cercle familial, à l'école ou au travail, dans les commerces et les établissements publics, en passant par les menaces et agressions physiques et sexuelles. Tel est le constat alarmant dressé par SOS Homophobie dans son dernier rapport annuel sur les LGBTL-phobies. L'association précise dans ce même rapport que les actes transphobes qui lui ont été signalés ont doublé en un an, passant de 227 témoignages en 2022 à 500 en 2023. Un chiffre que SOS Homophobie estime indicatif, arguant qu'il est très possible que beaucoup de victimes d'actes transphobes n'osent toujours pas témoigner. Mais comment expliquer cette augmentation en flèche des actes transphobes ces dernières années ? Cette rencontre est l'occasion d'une mobilisation engagée pour construire et poursuivre les nombreuses luttes en cours. Au micro de Zoé Sfez, nous recevons le sociologue Emmanuelle Bobatti, l'artiste Smith et la journaliste Anna Balsamo, cofondatrice de XY Media, premier média transféministe audiovisuel en France. Une programmation portée par Olivier Martineau en partenariat avec Politis, Socialterre et la librairie Les Mots à la Bouche. Bonsoir et bienvenue à la Maison des Métallos pour cette rencontre consacrée aux luttes trans. Je voulais remercier nos partenaires médias de ce soir, Politis, Socialterre et Les Mots à la Bouche, la librairie Les Mots à la Bouche, que vous pourrez retrouver juste derrière cette simèse à la sortie avec les livres de nos invités. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Zoé Sfez. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Vous êtes là. Merci beaucoup d'être nombreuses en ce mardi un peu frileux. C'est un grand plaisir pour moi d'animer cette conversation autour de cette question qui est très vaste, très politique, des luttes trans et des identités trans. On a une grande chance, en fait, c'est qu'on a 3 personnes avec qui on peut mener cette conversation, qui ont 3 approches et 3 endroits de regarder, de vivre cette question même, qui sont passionnantes, ces questions-là, et qui sont passionnants les endroits dont ils les regardent. Donc c'est une conversation qui va être un peu équilibriste, mais qui va être, je le pense, assez passionnante, puisque nous avons à ma gauche Balsamo. Bonsoir Anna. Oui, on peut faire un petit bonjour comme ça en introduction. Anna, vous êtes chercheuse indépendante, vous êtes militante et vous êtes journaliste puisque vous avez vous êtes la cofondatrice avec d'autres femmes et vous avez été rejointe par bien des gens du premier média avec des personnes trans qui le pensent, qui le produisent, qui écrivent, qui s'appelle XY Media. On va y revenir. Premier média transféministe en France qui est un peu en évolution, mais l'évolution même et l'existence de ce média créé en 2021 et du collectif qu'il porte est un moment assez intéressant. Et ce qui se passe même au sein de ce collectif va nous intéresser. Tout à gauche, Emmanuelle Bobatti. Bonjour. Bonjour. Emmanuelle, alors vous êtes sociologue. Vous êtes chargé de recherche au CNRS et enseignant à l'UHESS. Vous avez reçu le prix de thèse 2018 du GIS Institut Genre et du Défenseur des droits pour une thèse qui était intitulée « Transfuge de sexe, genre, santé et sexualité dans le parcours d'hommes et de femmes trans en France ». Une thèse qui a inspiré, nourri votre premier livre, qui est devant moi, qui est paru en 2021 aux éditions de La Découverte, « Transfuge de sexe, passer les frontières du genre ». Il y a une réédition en 2024 avec un texte intéressant. On va revenir sur ce travail, à la fois ce travail proprement de sociologie qui réfléchit beaucoup à la question des catégories
catégorie sociale, et du sexe notamment comme catégorie sociale. Et vous avez aussi publié donc un libelle, ici, Ne suis-je pas une féministe, aux éditions Seuil Libelle, qui est un petit texte très court mais absolument passionnant, qui vient de tomber. Et enfin, à ma droite, Smith, bonsoir. Smith, vous êtes artiste, mais vous êtes aussi curateur. Alors vous avez un parcours assez fou. Vous êtes passé par l'école de la photo de Arles. Ensuite, vous avez fait le Frénois, comme on dit. Vous avez entre-temps écrit donc une thèse à Montréal en philosophie, puisque vous êtes l'auteur d'une œuvre, alors qui est une œuvre qui est souvent très collective, et ça c'est intéressant, mais aussi solitaire, qui est toujours en écho avec la pensée, la recherche d'autres. Vous travaillez notamment beaucoup avec des scientifiques en astrophysique, des musiciens, des ingénieurs. La nature même de ce que vous proposez est toujours extrêmement diverse, mixte, avec toute une foule de supports, même si on le sent, vous êtes un artiste plasticien et photographe à la base. Alors on a pu découvrir votre travail à Arles au cours de plusieurs éditions, mais aussi au Palais de Tokyo, au Jeu de Paume. Et là, on peut voir votre travail. Donc à vous, des photos, même si ça n'est pas tout à fait emblématique de tout ce que vous faites à la Galerie Gaillard, ça c'est à Paris jusqu'au 18 janvier, mais aussi, ça va nous intéresser parce qu'on va en découvrir, je pense, des images. Vous êtes co-curatrice avec toute une foule de gens passionnants d'une expo vraiment assez fondamentale pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'expo transgalactique que vous pouvez tous aller voir gratuitement tous les jours. C'est à la Gaîté Lyrique jusqu'en janvier, si je ne m'abuse. Alors, cette rencontre, elle se tient dans le lieu de ce moment très particulier dans lequel on se trouve, où on a la sensation qu'au cours des dernières années, la question et la place des personnes trans dans la société est à la fois un peu plus présente, un peu plus visible, que les personnes trans sont plus présentes et plus là, mais va de pair avec cela une transphobie qui est assez omniprésente aussi, qui s'articule politiquement au sein de luttes, de concepts politiques qui ont toujours existé, mais il y a une configuration extrêmement rapide et extrêmement violente de tout ça. On va essayer de parler évidemment de ce qui se passe concrètement dans la réalité, des lois notamment qui ont été votées, celle de 2016 qui a été vraiment quelque chose de très important dans le bon sens, et celles qui sont aujourd'hui en débat au Sénat. On va aussi parler, et j'espère, on va essayer d'aller plus loin avec, d'une certaine manière, vos travaux à vous, Emmanuel, qui, vous le disiez là à l'instant, vous avez commencé à un moment où il y avait très peu de travaux universitaires sur les personnes trans, et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est à la fois une bonne nouvelle, mais ça suscite aussi bien des débats. Et puis avec vous, Smith, essayer de penser ce que l'imaginaire doit, ce qu'il raconte aussi de tout cela. Mais peut-être pour commencer, j'ai envie de vous demander à vous, Anna, parce que c'est assez significatif, quand vous cofondez alors ce média, qui est à la fois un média mais qui est un collectif, et qui, vous le disiez d'ailleurs dans le texte de financement que vous aviez, qui avait vocation déjà à parler des trans avec des trans, qui était 99% pas le cas dans les médias. Quand on parle des personnes trans, ce ne sont pas des personnes trans, ni même qui rendent compte, ni même qui parfois sont en plateau. On a vu tous des dizaines et des dizaines de débats sur la place des personnes trans et leurs droits sans qu'il y ait une personne trans sur le plateau, mais aussi parce que vous avez cofondé ce collectif avec des militantes. Alors vous, quand vous cofondez ce média, ça répond à quelle nécessité, selon vous et vos co-créatrices? Alors, bon, déjà, on est une association, pardon. Pardon, c'est vrai. Ça, c'est important. Mais en fait, donc c'était une période où il y avait notamment en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, de nombreuses campagnes médiatiques transphobes, notamment dans des médias comme The Sun, The Guardian, la BBC, qui avaient mené à des lois transphobes, notamment sur les interdictions des bloqueurs de puberté ou des hormonothérapie pour les jeunes, les mineurs trans. Donc, en ayant fait ce constat, qui reste d'ailleurs encore valable, de la manière dont les gens, les journalistes, les scientifiques aussi,
pour certains, avaient la possibilité de parler sur nous sans réellement soit connaître leur sujet, soit donner une place aux personnes concernées. Donc même si j'ai un peu de réticence avec ce terme-là, enfin ce concept, en tout cas on nous voyait nulle part et on pouvait lire tout un tas d'inepties et d'horreurs à nos sujets constamment. Donc on a voulu un peu barrer la route à ce phénomène. Même si aujourd'hui on voit que c'est des choses qui se sont produites dans l'histoire en France aussi et qui continuent de se produire. Il y a une enquête qui est sortie il y a pas très longtemps de l'AJL, donc l'association des journalistes LGBT, et qui renvoyait à la manière dont les transidentités étaient traitées par les médias. Et on s'aperçoit très vite effectivement d'une distinction entre médias de droite et médias de gauche, mais que même dans les médias de gauche qui seraient supposément censés du coup être nos alliés politiques et en tout cas nous donner une meilleure place, qui avait quand même un grand manquement à faire des personnes trans les propres expertes de leur vécu, de leur expérience et aussi de leur savoir. Voilà, il y a cette question du savoir qui est assez importante, c'est qu'est-ce qu'on laisse aux personnes trans, enfin quelle possibilité on laisse aux personnes trans de connaître des choses dans tous les sujets possibles, parce qu'il n'y a pas que les questions trans, mais souvent on est voilà, soit pas entendu, soit décrédibilisé sur plein d'aspects. Et d'ailleurs la chercheuse Karine Espinera travaille beaucoup sur ça. Et voilà, donc nous, partant de ce constat, on s'était dit qu'on allait en tout cas essayer de proposer quelque chose qui rompt avec cette sorte de tradition qu'on avait pu constater dans les médias des pays occidentaux et en particulier en Angleterre, aux États-Unis et puis ici aussi en France. Alors c'est intéressant parce que donc en plus vous venez à ce moment-là, vous êtes nombreuses à être militantes. On pourrait se dire qu'en fait quand vous créez ce collectif, cette association, en 2021, en réalité c'est un moment, c'est hyper intéressant ce que vous dites parce que vous essayez de lutter contre, on va dire une radicalisation du débat, une politisation du débat qui était déjà sous-jacente mais qui s'est complètement réalisée ensuite depuis. Pourtant vous étiez déjà militante. Il y a une scène militante trans très importante, enfin il y a plusieurs collectifs, mais qui à cette époque-là et où encore aujourd'hui, c'est une question que je pose, prenaient en charge, enfin qui n'était pas à cet endroit-là en réalité de produire une forme de discours. En fait, on est tellement dans une urgence d'un point de vue militant que c'était très compliqué de pouvoir, en tout cas quand on est dans le militantisme, de se dire que on va faire autre chose que d'aider directement les personnes. Donc dans des situations de violence, des personnes qui sont à la rue, qui n'ont pas d'argent pour se nourrir. Donc c'est vrai que c'est un peu l'idée de travailler comme ça sur les discours, sur les représentations entre grands guillemets, parce que ça aussi c'est un terme qui pose plusieurs questions, mais sur un peu même l'analyse, c'est un peu un privilège. En tout cas dans le militantisme ça l'est. Nous on a décidé de prendre cette route tout simplement parce qu'on était un peu épuisés psychologiquement et physiquement du militantisme, disons pur et traditionnel, enfin pur. C'est un terme à revoir, mais bon, celui qui est directement sur le terrain, en tout cas, et dans le concret. Et donc, ça a été une alternative, en tout cas pour nous, de continuer à faire des choses tout en ayant un peu plus de recul sur cette situation, puisqu'on avait justement des collectifs et que on manquait terriblement de ressources, de moyens. Et voilà, ça a été pour nous, ça s'est présenté comme une possibilité de continuer à faire avancer, disons, notre cause, tout en prenant un peu plus de recul sur le militantisme direct. Alors on va revenir évidemment sur ce moment-là, sur les vidéos que vous produisiez, sur les évolutions aussi de tout ce qui se passe, qui s'est produit en fait dans ce moment de 2020-2021 à maintenant. C'est aussi radicalisation
de la transphobie à des endroits très spécifiques et assez français en réalité, notamment sur la question du transféminisme et aussi sur l'échiquier politique, une reconfiguration de certaines mouvances féministes qui en fait sont bien plus vieilles, mais et en parallèle aussi d'une certaine frange de la droite, qui ont convergé et qui ont semblé vraiment s'unir sur cette question des personnes trans, de leur existence, de leurs droits. Ça fait partie des choses sur lesquelles vous travaillez, Emmanuelle Bobatier, pas que, mais ça fait partie des questions que vous adressez notamment dans ce libelle. On va revenir là-dessus. Vous avez commencé votre recherche, vous me disiez là de manière presque informelle que quand vous avez commencé à faire de la recherche, et vous le dites d'ailleurs en introduction de cette super réédition de 2024, qu'en réalité, cette thèse que vous soutenez en 2018, qui donne ce livre en 2021 et qui est réédité en 2024, qui est une thèse de vrai sociologue et qui est passionnante, on va revenir sur les concepts que vous dégagez, elle intervient à un moment où il y a très peu de recherches en fait sur les personnes trans en sciences humaines. Il y en a peu en France, c'est plus le cas aujourd'hui. Quel était le moteur de cette thèse? Vous le dites et vous l'avez dit d'emblée et vous l'écrivez dans votre introduction. Les personnes trans étaient perçues, à la fois par ceux qui en parlaient, comme un bloc assez monolithique. Vous avez à cœur, dans ce livre, de rappeler la diversité, non pas des parcours, mais aussi des existences, des compositions des identités trans. Et vous revenez aussi sur, peut-être ce qu'on peut faire d'entrée de jeu, sur la manière dont la conceptualisation des personnes trans dans la société est aussi historiquement très marquée et très médicalisée en France, mais aussi partout ailleurs. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, en fait, l'enjeu au départ, disons, comme moi je m'intéressais aux études féministes, bon, déjà il y avait peu de choses sur les trans, hein, voilà, mais je me suis rendu compte que une critique importante qui avait été produite dans l'espace des études féministes, c'était que il y avait beaucoup de travaux qui avaient considéré les femmes comme un seul et même ensemble, comme si toutes les femmes vivaient de la même manière l'expérience de la domination masculine, voilà. Et j'avais l'impression que les trans aussi, finalement, étaient soit accolés au LGB dans l'acronyme LGBT, sans qu'on s'en préoccupe vraiment spécifiquement, soit que c'était abordé comme une population, comme un bloc un peu homogène. Donc c'était important pour moi d'appliquer un peu cette pensée féministe là, et notamment les études sur l'intersectionnalité, mais aussi les études queer par ailleurs, à cette population. Et c'était aussi important à l'époque, alors aujourd'hui ça paraît être une évidence, je pense, pour beaucoup de personnes ici, mais c'était pas forcément le cas quand j'ai commencé. Alors je vais pas dire mon âge, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que ça avait tendance, et c'est toujours un peu le cas, à être renvoyé à une question exclusivement médicale, ou éventuellement à une simple question d'identité individuelle, c'est-à-dire c'est des cas individuels, il y a des gens qui se sentent comme ça, Et moi, c'est important pour moi de dire, c'est peut-être pas que ça, c'est peut-être aussi une expérience sociale. Une expérience de déplacement d'une position sociale à une autre, sachant qu'il n'y en a pas que deux, il y en a toute une diversité, et c'est valable aussi pour les personnes cisgenres, ça, et de montrer que il y avait aussi ce processus-là qu'on a beaucoup étudié dans le domaine des classes sociales, mais très peu du point de vue du genre. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à naturaliser le genre, à le biologiser tout simplement. Alors, il faut quand même revenir 2 secondes, même si je sais que c'est pas le cœur, de la raison pour laquelle, et encore aujourd'hui, c'est ça qui est assez fascinant. Il y a eu, je le dis, ces 2 jalons qui sont intéressants parce qu'ils montrent bien où on en est, ou pas d'ailleurs, de la pensée de ces questions-là. Il y a à la fois cette loi de 2016 qui est promulguée en France, mais quand même, faut le dire, sous la pression, notamment de la Cour des droits de l'homme européenne, qui pour la première fois, autorise le changement de sexe sur les papiers d'identité sans passer par un médecin. Et là, il y a une rupture, en fait, dans l'histoire presque de la perception des personnes trans, mais en même temps, là, on a des projets de loi qui visent, encore une fois, à remédicaliser. Est-ce qu'on peut revenir juste sur, justement, cette catégorie et pourquoi il y a cette question toujours de la médicalisation, et l'existence même des personnes trans reste un endroit où il y a un discours scientifique qui est produit. Alors,
Bon, moi je pense que ça c'est une histoire de contrôle. Hein. Bon, le contrôle social passe par le contrôle médical. Ça c'est là encore quelque chose qui a été beaucoup documenté dans le cas des femmes cisgenres pour le coup. Hein. Voilà l'idée que bon, on peut donner des droits aux femmes. Bah, voilà, déjà c'est compliqué d'accorder le droit à la contraception, à l'IVG, et ensuite même une fois que c'est accordé, et ben ça devient un moyen aussi pour le corps médical d'exercer un certain contrôle hein, sur ces corps-là en les médicalisant et du coup voilà hein, c'est un peu le même système, c'est-à-dire que c'est un moyen de réguler la demande des personnes trans, de la limiter hein, en quelque sorte donc c'est pour ça que ça revient de temps en temps. Après moi je fais attention toujours à pas utiliser, et c'est important donc je le dis, le terme de backlash, parce que beaucoup de personnes décrivent ce qui se passe actuellement pour les personnes trans et non binaires comme un backlash qui serait lié à justement cette avancée en 2016, l'idée qu'il n'y a plus à forcément médicaliser sa transition, et donc souvent ça voulait dire à se faire stériliser hein, de manière forcée. Mais c'est pas qu'un backlash cette histoire, hein. C'est pas juste parce qu'on a vécu cette avancée-là. C'est aussi contextuel. C'est lié à un contexte, et vous l'avez rappelé, à un contexte de transformation des extrêmes droites, en France comme dans beaucoup d'autres pays, à la convergence de certains mouvements qui se disent féministes, mais qui évoluent dans ces espaces-là aussi, hein, de l'extrême droite. Et c'est ça aussi qui fait que ça revient actuellement. C'est pas juste un revers qui se passe, voilà, suite à certaines avancées au cours des dernières années. On va revenir après sur des moments assez clés de votre recherche. Il y a plein de choses, mais c'est en ça d'ailleurs que vous le terme transphobie vous plaît pas beaucoup. Vous le trouvez pas nécessairement exact. Vous pensez qu'il serait plus juste de parler de cisgenrisme. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Alors, plus précisément, cissexisme. Moi, j'emploie. Pourquoi? Parce que le terme de phobie, moi, me dérange, mais c'est valable aussi pour l'homophobie, en fait, hein, ou pour toute autre forme de phobie. Pourquoi il me gêne ce terme-là? J'ai rien contre les phobies, hein, je veux dire, voilà. Mais je considère que, en l'occurrence, ce n'est pas une question ni individuelle, ni irrationnel, parce qu'il y a un peu de ça dans la phobie, hein, c'est qu'on a une peur irrationnelle de quelque chose qui nous appartient, qui nous est propre. Or, pour moi, c'est vraiment très structurel tout ça. C'est de l'ordre de l'oppression, c'est de l'ordre de la violence, c'est de l'ordre du stigmate et beaucoup plus encore. Et donc, pour moi, c'est important de dire que c'est pas juste une phobie, et c'est pour ça que je préfère parler de cissexisme, c'est-à-dire de l'oppression exercée par les personnes cisgenres, en effet, et de montrer avec le terme de cissexisme que il y a quelque chose à voir dans tout ça avec le sexisme en fait, hein. Que finalement c'est vraiment parce que les personnes trans et non binaires osent s'affranchir du sexe qui leur a été assigné et osent passer certaines frontières, se diriger ailleurs, quelle que soit la destination, c'est pour ça qu'elles sont opprimées, elles sont minorisées pour cette raison-là, et c'est de là que vient la violence généralement. Oui, c'est une peur construite et non pas irrationnelle comme ce que suppose la phobie. Alors, passer les frontières, faire des transitions, j'en fais moi-même une, mais ça c'est le cœur de vos travaux à vous, Smith. Alors de vos travaux en tant qu'artiste, mais aussi en tant que curateur, avec cette expo qui est vraiment assez géniale. Vous, pour ceux qui connaissent votre travail, j'espère que vous irez le découvrir si vous ne le connaissez pas, mais ceux qui l'ont déjà vécu, c'est un travail qu'on a connu, qu'on a pu découvrir notamment dans le côté grand public, dans une campagne d'Act Up. Ça, c'était des photos. Vous travaillez à la fois à la frontière, à la limite de bien des champs, puisqu'à la fois vous êtes artiste, mais vous avez donc fait une thèse en philosophie, et vous avez des fondements théoriques toujours très solides derrière. Vous faites des conférences parfois aussi. Vous travaillez sur des matériaux, des endroits, des questions où à peu près toutes les limites sont questionnées, le temps, les espaces, les matières. C'est quoi
l'espèce de moteur? Quels sont les mots? Vous adorez inventer des mots aussi, ça c'est une chose très importante chez vous. Qu'est-ce que vous diriez de ces mots? Vous pouvez nous parler de ces mots qui existent dans votre travail et que vous avez créés pour évoquer ce travail-là? Ça, c'est une question géniale, mais j'ai jamais pensé. Vous avez jamais pensé que c'était intéressant que vous inventiez des mots? C'est vrai que je pense qu'une des fonctions, on va dire peut-être analogue entre le travail de recherche, pourquoi pas en philosophie ou en sociologie ou ailleurs, en sciences dites dures, en sciences de l'espace, en sciences de l'invisible, etc., c'est que on a la possibilité dans notre travail de repousser un petit peu les limites de ce qu'on sait, les limites de ce qu'on voit, les limites de ce que notre expérience d'humain nous permet parfois pas de franchir, ou alors les limites qui sont, comme le dit Emmanuel, structurellement imposées et auxquelles on décide on accepte de se conformer ou non. Et ce que je trouve de passionnant dans cette vie de recherche, plastique ou parfois théorique, c'est ça, c'est-à-dire c'est la capacité à repousser sans cesse un tout petit peu plus loin les limites de ce qu'on croit être possible, les limites de l'imaginaire, mais aussi les limites de nos sens, de nos sensibilités, de nos sensorialités, etc. Donc c'est vrai que c'est davantage dans le travail artistique que je me sens autorisée à tout, parce que la méthode de la recherche, enfin la méthodologie universitaire nécessite quand même un certain sérieux, une reproductibilité des expériences, un partage de celles-ci, etc. Tandis qu'en art, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et j'ai l'impression que, pour revenir à cette histoire des mots, inventer des mots, c'est ça aussi. C'est y a ce mot de Donna Haraway que je reprends souvent pour essayer de faire comprendre comment je travaille, mais qui est l'idée du worlding, créer un monde, mais ça pourrait être wording aussi, créer des mots. À chaque fois, il suffit d'agrandir l'espace qui a été prévu pour nous et qui est insuffisant. Et je pense que l'expérience de la transidentité dans ce parcours-là, elle est intéressante parce que une fois qu'on a passé, enfin j'aime bien voir ça comme un jeu de, je sais pas, un jeu de domino ou quelque chose comme ça. Une fois qu'on a passé une frontière, quelle qu'elle soit, pour moi ça a peut-être été celle-là, mais je pense qu'on peut certainement, des personnes qui ont eu des expériences limites, des expériences d'une limite au sens limite, au sens de la frontière, quelle qu'elle soit, mais d'une traversée. Ça peut être la vie et la mort aussi, ça peut être la migration, ça peut être, sans faire de parallèle évidemment direct, mais en tout cas passer une frontière comme ça, j'ai l'impression, je parle que pour moi, mais je le vérifie en travaillant là comme commissaire avec d'autres artistes trans, c'est comme si ça rendait plus simple les autres passages ensuite. Et aussi, ça rend, évidemment pas pour tout le monde, c'est pas général et chaque expérience de transition et de vie est singulière, évidemment, mais j'ai l'impression que s'il y a quelque chose que j'ai appris en travaillant au contact d'autres artistes et de penseurs trans aussi, c'est ça, c'est cette faculté à composer des mondes un peu plus grands, quoi. Et voilà. Non, et des mondes, et ça c'est quelque chose qui est très puissant quand on regarde votre travail, mais je vais vous laisser commencer à regarder quelles photos on peut montrer de cette expo, mais vous, dans votre travail, vous travaillez déjà beaucoup avec beaucoup de gens, mais vous questionnez toujours ce qui sont aussi des phénomènes qui sont pressentis ou perçus comme naturels et qui sont en réalité pas naturels. Ça c'est un des enjeux, un travail génial, sidération sur notre rapport au cosmos, alors qu'on est nous-mêmes le cosmos. Vous travaillez toujours sur ça, sur cet enjeu de naturalité qui est quand même un mot, un argument, un concept qui est sans cesse convoqué quand des adversaires évoquent la lune trans, ce qui serait naturel, ce qui ne serait pas. Et ça, c'est quelque chose que peut-être effectivement la transition permet de dépasser et donc de venir questionner de manière presque systématique. Disons que le projet auquel vous référiez, qui s'appelait Décidération et qui était effectivement une sorte de grande enquête, mais qui n'aurait pas pu se faire je pense, sans l'expérience de la transition, donc sans ce déverrouillage de quelque part, sans avoir ce code qui serait craqué, quoi, et qui serait celui qui permet de passer les frontières, ou au moins pas forcément de les passer, mais de devenir conscient de leur porosité due au fait qu'elles sont construites et que tout ce qui est construit peut être défait en fait. Et j'ai l'impression qu'on vit dans un monde d'une grande rigidité où en permanence effectivement frontières sont construites. On oublie souvent qu'elles ont été construites par des gens, par des humains, donc à des époques données, dans des contextes donnés, et on a souvent tendance à prendre pour naturel des choses qui sont en fait culturellement érigées. Et le projet Décidération posait la question de nos rapports au cosmos,
parce que justement on considère le cosmos comme un extérieur, quelque chose qui est en dehors de nous, qui nous concerne à peine, alors qu'on en fait partie. Et en commençant, en tirant ce fil-là, je me suis aperçue que on pouvait tirer d'autres fils qui constituaient cette espèce de maille, cette espèce de tissu qui sépare toutes les choses qui, dans un monde binaire, sont érigées les unes contre les autres. Masculin, féminin, bien sûr, mais visible, invisible, vie, mort, humain, non humain ou plus qu'humain, etc. Et que si on changeait de regard, donc mon projet se proposait de changer de regard sur le cosmos et le voir comme quelque chose qui est à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur de nous, alors peut-être c'était un premier effort pour ensuite nous efforcer sans cesse de questionner tout ce qui est proposé comme vision binaire, quoi, et de proposer des choses plutôt sous d'autres formes, des formes galactiques, des formes étoilées, des formes transitives, des formes spectrales, mais en tout cas le moins possible de binarité. Et pour ça, il faut faire un exercice philosophique, spirituel, cognitif, politique. Et je pense que les images ont leur rôle à jouer dans cette histoire. C'est pas peut-être pas l'acteur principal, mais en tout cas, ou l'actrice principale, mais en tout cas, elles ont un rôle fondamental et j'essaye de les accompagner. Alors avant de revenir et de mettre en jeu aussi ces notions, parce que, et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, la question même des identités non binaires était presque encore très très marginale quand vous avez commencé votre thèse, alors qu'aujourd'hui elle est assez cruciale. Il y a dans cette exposition transgalactique qui est à découvrir à la Gaîté Lyrique justement une espèce de d'images, de collection d'images, de prestations, d'installations, à travers le temps et l'espace, puisqu'on a certaines images collectionnées par le cinéaste Sébastien Lifshitz, qui sont des images assez géniales de la Belle Époque, des vieilles photographies, qui montrent l'existence de personnalités trans ou non-binaires, d'artistes non-binaires, et une pluralité aussi d'approches, d'expériences, qui rejoint ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire qui rejoint l'idée qu'il y a une construction, une articulation des identités avec l'identité trans quand elle existe. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques images justement de ça ? Alors je vais pas vous spoiler puisque vous allez tous venir à l'exposition bientôt, j'espère. Mais disons que c'est une expo qui s'appelle Transgalactique et qui est aussi le titre d'un ouvrage qu'on avait fait paraître pendant le confinement en fait. Voilà, et dont on a tiré plusieurs expositions, et celle qui se tient en ce moment à la Gaîté Lyrique, je sais pas comment, voilà, regroupe tous ces artistes, essentiellement des photographes, parce que c'est un genre de cabinet de photographie et de vidéo dans lequel nous exposons. Et l'idée, c'était, en fait, quand on a fait la revue Transgalactique, c'était en 2020, donc c'était pas très loin après c'était à peu près au moment de la publication de ta thèse, et en fait on a fait un petit peu nous le même constat, c'est-à-dire que même s'il existait des artistes trans, on avait du mal à faire une histoire des présences trans dans l'histoire de l'art d'une manière générale, dans l'histoire de la photographie qui était davantage mon domaine peut-être. Les premiers artistes qui viennent à l'esprit, souvent des gens sont pas des personnes trans qui se trouvent être photographes, mais des personnes trans qui sont toujours photographiées et présentées comme des, entre guillemets, muses, etc. Et que ça posait un vrai problème puisqu'il n'y avait pas de prise en charge, comme le disait Anna, de nos propres récits par nous-mêmes, quoi. C'était toujours des expériences qui passaient par le prisme du fantasme, de l'exotisation, de la fétichisation parfois, ce qui n'empêche pas qu'il y ait eu des œuvres très belles qui puissent avoir été faites par des personnes non trans, mais toutefois c'est quand même ce regard-là qui prévaut. Donc dans la revue, on a d'abord fait une sorte d'enquête pour essayer de comprendre pour quelles raisons on n'avait pas eu enfin en tout cas, par exemple, j'ai étudié à l'école d'Arles, qui est une école de photographie publique. Dans cette école, on m'a très peu parlé de photographes qui n'étaient pas des hommes blancs, tout simplement. Donc des personnes trans encore moins. Et quand moi j'essayais d'en parler ou de m'interroger sur certains, je comprenais qu'en fait, je parlais d'artistes qui n'étaient pas considérés comme tout à fait des artistes parce qu'ils étaient avant tout définis par leur identité, voire éventuellement leur engagement politique, militant, etc. Et donc on essaye de faire une histoire un petit peu de ces présences trans dans l'histoire de la photographie et de la vidéo, et un petit peu plus largement de l'histoire de l'art. Et dans l'exposition qu'on propose à la Gaîté Lyrique, alors disons que ce sujet mériterait une exposition gigantesque. Il faudrait le Grand Palais entier, mais avec des antennes un peu partout pour vraiment témoigner de la multitude aujourd'hui des écritures artistiques trans. Il a fallu faire un choix pour des raisons techniques, pratiques, budgétaires, etc. Et pour cette exposition-là, on s'est concentré sur des artistes
utilise donc plutôt des artistes contemporains, plutôt des jeunes artistes aussi, pas uniquement, mais à part la collection de Sébastien Lifshitz, c'est aussi une série d'images de Roberta Marrero qu'on est très heureux de montrer. On a choisi plutôt des artistes contemporains et dont on a l'impression, donc on les a pas choisis uniquement parce qu'ils sont trans, ni uniquement parce qu'ils parlent de la question de la transidentité. C'est parfois le cas, mais c'est pas toujours le cas. Ce qui nous a intéressé, c'est qu'on a le sentiment que l'ensemble de ces regards compose ce qu'on pourrait appeler un transgaze, donc qui viendrait à côté du female gaze, proposer autre chose que le fameux male gaze que tout le monde connaît, un regard qui soit émancipateur et surtout qui crée, comme je le disais tout à l'heure, d'autres façons de voir le monde, d'autres façons d'être en relation avec le monde, et qui nous semble ne pouvoir être issues finalement que de personnes qui ont traverser cette question du transit, du passage, de la traversée, enfin de ce qui trans, quoi. Donc on espère que ça propose une sorte de vision qu'il est bien difficile de définir. Donc souvent on a beaucoup de visites organisées, si vous voulez vous joindre. La Gaieté Lyrique les relaie assez bien, et on a une samedi à 17h avec 2 des commissaires. Et voilà, essayer de se poser la question, qu'est-ce que la transition fait au regard et à la vision du monde? Alors, j'aimerais bien que vous nous passiez des images. On n'aura pas le temps de le commenter. Vous avez vu qu'on a 3 personnes passionnantes, donc c'est très dur parce que j'ai envie qu'on parle tous, mais on pourrait faire 1 heure avec chacune et chacun d'entre vous. Alors là, il y a plein de choses qui sont ressorties de ça. C'est-à-dire que, à la fois, c'est une exposition et cette démarche témoigne, de la nécessité de prouver, d'exister, de montrer des présences trans. Et à la fois, il y a aussi cette chose très belle. On entend chez vous, Smith, ce que la transition permet. Ce n'est pas que de la souffrance et de la douleur. Ce qu'elle permet d'envisager, ce qu'elle permet de remettre en cause. On va peut-être en revenir avec Emmanuel, mais j'ai envie qu'on en parle aussi avec vous, Anna. C'est en même temps, le paradoxe et la beauté de ce qui se passe en même temps. En ce moment, à la fois, il y a ces présences qui existent, qui parlent, qui prennent un peu de pouvoir, vous l'avez dit, un peu par rapport à il y a 10 ans. Et en même temps, il y a aussi cette idée, peut-être parfois, que et vous l'avez dit, tout ça est chargé presque une espèce de mission de la part des personnes trans qui pourrait être là aussi pour faire bouger les lignes, alors que il y a aussi une vraie question pure et simple de survie, quoi. Oui, alors je pense que en termes de lutte trans, on est dans une période un petit peu charnière dans la mesure où on doit se poser des questions cruciales sur ce que l'on veut pour le futur. On a vu des mouvements, et notamment les mouvements homosexuels ou les mouvements féministes, se faire alpaguer par notamment l'extrême droite, avec le fémonationalisme, l'homonationalisme. Et je pense aujourd'hui, dans un contexte aussi particulier, avec effectivement une restructuration de l'extrême droite, comme le disait Emmanuel, mais aussi un élargissement de ces spectres. On le voit de plus en plus, on l'a vu avec la scission des Républicains. On voit que, on le voit avec le champ, par exemple, ce que vous disiez de féminisme, mais en réalité, effectivement, qui ne le sont pas et qui sont juste des stratégies de la part de l'extrême droite pour rapatrier en leur rang plus de personnes. Mais donc avec ces revendique d'être des féministes, mais on va en revenir. Oui, mais il y a pas qu'elle, en fin de compte, il y a Thaïs Descuffon, il y a vraiment eu une émergence, en tout cas ces dernières années, de ce soi-disant féminisme d'extrême droite. Je pense que bref, et avec cette période aussi néolibérale, parce qu'on est vraiment, on le voit là avec la loi qui est en train de, qui a fait sauter le gouvernement sur la sécurité sociale et justement sur la privatisation et la fin des droits, en tout cas comme on les connaissait il y a quelques années. On doit se poser des questions sur qu'est-ce que l'on veut pour le futur. Et je pense que cette question de c'est un peu complexe, donc ce rapport à l'identité, parce que on aime bien faire des personnes trans, des personnes forcément qui vont forcément par elles-mêmes, par essence, challenger les rapports de, par essence. Voilà, quoi. Exactement. Et donc,
ce qui est une chose qui se produit, hein, mais en fin de compte, qui se produit dans un spectre plus large. Et c'est notamment les travaux de Julia Serrano qui parlent de ça et qui, elle, donne une définition donc des transgenres qui est beaucoup plus large que ce que l'on entend communément dans la société, qui va placer par exemple les crossdressers, les lesbiennes butch, les homosexuels efféminés, etc., dans le spectre du transgenrisme, parce que justement ces personnes challenge les normes binaires de genre. Mais moi je sais pas, parfois ça, voilà, moi je sais que j'ai rencontré au cours de mes activités de militante des personnes trans qui n'avaient pas envie d'être vues comme ces personnes qui forcément réinventent le genre, se le réapproprient, enfin voilà, bref, toutes ces questions-là, et qui aussi ont vécu beaucoup de la violence moindre comparé à ce qu'elles ont pu vivre de la part du monde cis, je dirais, mais en tout cas de la violence de la part de certaines personnes trans et de certaines personnes queer qui leur reprochaient justement de remettre à jour donc toutes ces choses contre lesquelles on s'était battu. Et ce sont des critiques qui se dirigent généralement essentiellement sur les femmes trans. Donc on adore critiquer les femmes trans qui n'ont pas envie de challenger les normes de féminité, tout en n'étant pas, enfin voilà, c'est pas parce qu'on met des talons ou qu'on porte du maquillage que on accepte et que on reconnaît la domination patriarcale, hein, et voilà, on n'en est plus plus là. Je veux dire, les luttes féministes nous l'ont montré par plein d'aspects, mais voilà, moi j'ai un petit problème, mais c'est plus l'aspect un peu essentialisant où on imaginerait en tout cas que toutes les personnes trans seraient par essence des personnes qui challenge le... Donc il y aurait une injonction en fait à ce qu'elles produisent ça. Voilà, en fait, exactement. En réalité, on est dans un moment de la lutte qui peut ressembler à des moments d'autres luttes, à la fois des luttes féministes et des luttes même de l'histoire des mouvements homosexuels, c'est-à-dire des dissensions qui viennent aussi de l'endroit de la lutte où on est. Emmanuel, vous revenez là-dessus, hein. Il y a plein de choses dans votre thèse, mais bon, conceptuellement, il faut quand même rappeler le titre de votre livre, et moi je trouve l'apport théorique que vous apportez, qui est quand même transfuge de sexe. Vous le dites, et on en revient à la fois à ce que dit Anna, et à aussi une forme d'impensé, et qui revient aussi à cette histoire de la perception du discours produit sur les personnes trans dans la société patriarcale dans laquelle on est. C'est-à-dire que vous revenez sur la notion de genre et la notion de sexe. Vous rappelez que le genre intervient plutôt comme une performance, est perçu et raconté, arrive dans le discours où on peut accepter, je dis un on qui est un on sociétal, que le genre soit une performance, mais on considère que le sexe est biologique. Vous postulez que c'est plutôt l'inverse. C'est qu'en réalité, le sexe est une catégorie sociale construite par le genre, et vous le rappelez de ce point de vue-là. On va rentrer un peu sur cette question des féministes, parce que mine de rien, elle est quand même très intéressante. Ça explique aussi la raison pour laquelle il y a cette espèce d'anthropocentrisme, du fait qu'il y a une obsession particulièrement pour les M2F dans la transphobie aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être justement sur cette notion de sexe comme catégorie sociale, et donc de l'idée de la transidentité comme un transfuge social, au même titre que les transfuges de classe le sont, par exemple? Oui, en fait, c'est vrai que, bon, moi je suis sociologue, donc évidemment tout le monde n'est pas d'accord avec ça, avec cette définition même entre sociologues. Il y a beaucoup de sociologues qui considèrent, voilà, qu'il y a un sexe biologique, il y a un genre social, bon. Mais en tout cas, bon, moi c'est vrai que j'ai tendance à considérer le sexe avant tout comme une catégorie de classement administratif, social, juridique. Bon, faut rappeler quand même que c'est sur nos papiers aujourd'hui dans notre pays ici en France, mais ça n'a pas toujours été du tout. Ça date en réalité du régime de Vichy, ce qui est pas non plus très bon signe, finalement. C'est toujours éclairant, en tout cas. Mais du coup, effectivement, moi j'ai tendance à le considérer comme ça, mais c'est pas de moi cette idée. C'est en réalité des féministes qui l'ont formulée il y a longtemps, à partir des années 70, et qui ont amené cette idée que le genre produit le sexe,
que c'est ce rapport social de domination qui traverse toute la société, qui est là partout et tout le temps, qui produit les catégories de sexe que nous, on conçoit comme biologiques. Et c'est quelque chose qui a été ensuite beaucoup porté aussi par les approches queer, qui elles n'ont pas émergé en France, mais ont vraiment amené l'idée que c'est l'idée de la performativité du genre, c'est-à-dire que le genre c'est simplement quelque chose qu'on produit par nos actes au quotidien, qu'on produit et qu'on reproduit, mais il n'y a pas de modèle original, il n'y a pas Et quand on dit à la naissance ou même souvent avant, c'est un garçon ou c'est une fille, c'est à ce moment-là en fait qu'on va assigner une catégorie à un corps qui n'est rien d'autre que ce qu'il est. Qui parfois est intersexe, même si on le rappelle souvent quand même. Donc à partir de là, le corps est assigné, et cette personne va être assignée à un statut, à un destin, à partir de ce moment-là. Ce destin, effectivement, ça dépend des approches féministes, mais moi je considère qu'on peut en changer, qu'on peut vivre cette forme de mobilité au cours de la vie. Ouais. Cette forme de mobilité, on va y revenir sur la transition dans ce libelle. Vous revenez, et j'ai quand même un peu envie qu'on revienne sur ça, parce que là on l'a dit sans le dire, on parle évidemment de les espèces de stars de ce moment, de ces 3 dernières années, ce sont ce qu'on appelle les TERF, c'est-à-dire en l'occurrence 2 femmes qui sont à la fois très présentes en termes de publication et de débat médiatique, Marguerite Stern et Dora Muto pour pas les citer, mais tout ça s'inscrit, et vous le dites aussi, vous, Anna, en fait, dans une histoire beaucoup plus longue des luttes féministes, intraféministes, et c'est toujours assez intéressant de voir comment des luttes contre des dominations produisent à des moments des tensions comme ça, et on est loin d'en être sorti. Comment est-ce que vous lisez en tant que sociologue et en tant que chercheur issu et porté par une longue histoire du féminisme, ce qui s'est passé là, ce qui se joue depuis 4-5 ans, au regard de la longue liste, parce qu'on connaît le MLF et les dissensions qui ont existé, on peut pas revenir ici sur une histoire du féminisme français et de ces débats, mais comment vous lisez ce qui s'est opéré là au cours de ces 5-6 dernières années, ou ce qui semble s'être radicalisé, du point de vue conceptuellement, en tout cas, des arguments dits féministes? En fait, moi, mon enjeu, c'était vraiment de réinscrire ces controverses, on va dire, mais c'est une controverse très violente, dans une histoire longue du mouvement féministe, parce que finalement, c'est ce qui se pose comme question avec les personnes trans et non-binaires, c'est toujours un peu la même, c'est qui est au fond le sujet politique du féminisme, qui a le droit d'être féministe, qui a le droit de faire partie du mouvement, qui sont vraiment est-ce que c'est les femmes, ou pas, et du coup je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de points communs finalement entre ce qui se jouait actuellement là pour les personnes trans et non binaires et ce qui s'était joué à d'autres moments et dans d'autres contextes. Donc j'ai fait, sachant que c'est pas les mêmes histoires, mais le parallèle par exemple avec la place des lesbiennes dans le mouvement, qui ont été souvent stigmatisées, exclues, avec la place des femmes noires, des femmes racisées dans le mouvement, alors plutôt dans le contexte états-unien, parce que cette histoire a été racontée là-bas, mais elle a été aussi racontée ailleurs, qui étaient considérées finalement pas comme des vraies femmes, en fait respectables, qui avaient le droit d'être là dans le mouvement. J'ai fait le parallèle avec les femmes musulmanes qui portent le foulard. Alors on sait ce que ça a donné en France dans les années 2000. Leur exclusion pure et simple même du mouvement, mais aussi ce sont plus forcément des femmes de plein droit vu qu'elles n'ont pas accès à l'éducation comme les autres. Et également les travailleuses du sexe qui ont une longue histoire d'exclusion dans le mouvement. Donc l'idée c'était de montrer que finalement il y a des rouages communs qui se rejoue constamment dans ces formes d'exclusion, dans ces formes d'altérisation, dans ces formes de stigmates au sein du mouvement et qui créent finalement des frontières sociales là où en réalité les combats se ressemblent énormément, parce que les combats trans et non-binaires par exemple c'est vraiment des luttes aussi pour disposer de son propre corps en fait. C'est une histoire, c'est des luttes qui sont fondées sur des luttes féministes en fait, mais ça on a tendance à l'oublier parfois.
Mais j'ai l'impression quand même que on a tendance à les voir beaucoup ces deux personnes, mais qu'en réalité, quand on regarde sur le terrain, et notamment dans les grands mouvements du coup féministes, en tout cas en France, et je prends comme exemple nous toutes, on n'est pas dans des situations où les personnes trans sont directement exclues du féminisme, et en tout cas des mouvements féministes. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment repenser, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles ont conduit quelque chose dans le mouvement féministe français. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'elles n'y arrivent pas. Ça s'est produit en Angleterre notamment, où les TERF ont pris énormément de place. Ça se produit probablement aussi aux États-Unis. Ouais. Mais ici, j'ai l'impression qu'elles n'y arrivent pas, et une des raisons pour laquelle elles n'y arrivent pas, c'est que elles se sont très vite liées justement avec l'extrême droite. Et en fait, la plupart le gender gap du vote sur l'extrême droite en France est en train de se réduire, c'est-à-dire que avant les hommes votaient beaucoup plus extrême droite que les femmes. Aujourd'hui, ça a tendance à être de moins en moins le cas. On l'a vu aussi pour les élections de Trump, mais quand même, il y a plus une réticence de la part des femmes de manière générale à voter pour l'extrême droite. Et en fait, en faisant ça, moi, j'ai l'impression qu'elles se sont un peu tirées une balle dans le pied, parce que une partie de leur rhétorique, c'était de dire « je suis une femme de gauche, j'ai été heurtée, ou en tout cas blessée, ou j'ai vécu des choses horribles à cause des trans, et du coup, je suis devenue de droite, donc faites comme moi, c'est possible ». Donc on voit bien que leur cible, c'était ces femmes, ces femmes de gauche, ou en tout cas qui ne savent pas trop où se situer sur l'échiquier politique, mais qui sont plutôt de ce côté-ci. Et depuis ces quelques années, 3-4 années, peut-être un peu plus, où elles s'affichent clairement avec des personnalités d'extrême droite. Aujourd'hui, voilà, on les voit avec Némésis, on les voit avec Thaïs Descuffon, on les voit enfin bref, dans tous les cercles qui lient l'extrême droite française, avec Éric Zemmour, etc. Je pense que une partie de ces femmes qui auraient pu être leur cible privilégiée ne tombent plus dans le panneau, en fait, parce que elles se disent peut-être un peu qu'il y a une anguille sous roche, quoi. C'est bizarre, cette pseudo-féministe qui en même temps salue des masculinistes, ou qui est pour le retour aux identités de femelles ou de je ne sais quoi. Je pense que c'est aussi important de le dire, et on le voit aussi directement dans les manifs, en fin de compte, parce que voilà, il n'y a pas encore à ce jour eu d'expérience dans les manifestations où des personnes trans seraient exclues ou sorties des manifs, comme il a pu être le cas pour les collectifs Némésis ou pour les TERF à chaque fois qu'elles se présentent dans les manifs féministes, tu veux dire. Ouais, manifs féministes. Bien sûr. Ouais, non mais c'est bien, parce que Anna a des sujets d'espoir. On va en revenir quand on finira ce tour de table, parce que c'est absolument affreux, mais en plus on n'a plus beaucoup de temps vu que tout le monde est passionnant. Mais moi j'ai très envie qu'on revienne là-dessus, sur des questions de stratégie, mais qu'on revienne aussi sur la manière dont tout ce que raconte Emmanuel et ce que raconte Anna aussi, cette pluralité d'expérience, la question dont les choses se rejouent, dont en fait cette question trans est absolument pas déconnectée des autres questions du monde, transparaît très très fortement dans cette superbe exposition transgalactique qui est assez géniale, parce qu'effectivement, j'ai oublié son nom, la dame portugaise qui fait des collages, c'est incroyable, Roberta, voilà, pardon, portugais, pardon, espagnol, pardon. Il y a effectivement ces témoignages-là, mais effectivement dans la vivacité et la diversité de ce qu'il y a, on sent ces identités traversées par bien d'autres questions, c'est-à-dire que les questions de domination, en fait, on remet en jeu plein d'endroits de domination. Il y a certaines vidéos qu'on ne pourra pas montrer, un lip-sync politique qui est absolument génial, qui reprend les codes du lip-sync, de la culture drague, sur des textes politiques qui justement rendent justice à tout ça. Est-ce que vous pouvez nous montrer 2-3... Alors ça, c'est une de vos photos, Smith. Vous pouvez nous en parler? Disons que dans l'exposition, et oui, je pense que ça traverse pas mal. Il y a des artistes
disons, qui ont des approches complètement différentes. C'est-à-dire qu'il vont y en avoir qui vont être totalement du côté des arts plastiques, de choses qui peuvent avoir l'air parfaitement abstraites et qui peuvent avoir peu de choses à voir avec la question de la transidentité, et pourtant qui dessinent de nouvelles images, de nouvelles visions, de nouveaux imaginaires, et qui ouvrent quelque part la question du corps qui mute, du corps qui transitionne, du corps qui change, à une vision du monde qui est tel qu'il est, c'est-à-dire en permanente mutation, évolution, etc. Et quand on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que, pourquoi on pourrait dire la haine transphobe est si solide et si forte et si ancrée, à mes yeux, c'est quelque chose qui a à voir justement avec le refus d'une fluidité et avec se sentir très à l'aise avec ces catégories solides, calcarisées, monolithes, je ne sais pas exactement comment dire ça, et que la vision fluide que peut proposer une certaine vision de la transidentité leur est peut-être insupportable. Et nous, on a montré, à la fois des artistes, j'ai montré pas mal d'images d'un photographe que certainement certaines et certains connaissent ici, qui est Darko de la Jaquette, qui se considère pas comme artiste, qui a simplement un travail quotidien de prise de vue de sa vie avec ses amis, ses amants et amantes, sa famille, l'enfant qu'il a porté en tant qu'homme trans et dont il a documenté finalement le processus de mise au monde, de naissance, au moment même où il y avait les débats liés au planning familial, etc., qui avaient proposé la représentation d'un homme trans, et ça a occasionné des débats interminables et d'une grande violence. Et donc, avec simplement des images comme ça de vie quotidienne et d'une simplicité de ce que peut être une vie trans, une vie de parenté trans par exemple, j'ai l'impression que ça désarme immédiatement, enfin c'est vraiment en philosophie aussi la question du visage, mais ça désarme, je trouve, totalement tout ce qui peut être dit comme horreur, comme accusation, comme... Et l'altérisation extrême, ouais. Exactement. Donc il y a aussi parfois simplement la simplicité et l'évidence de travaux qu'on peut montrer comme ça et qui sont en quelque sorte je sais pas comment on pourrait dire, auto-documentaires. En tout cas, ça reprend la tradition du journal qu'on connaissait, je sais pas, chez Nan Goldin par exemple, qui a beaucoup photographié de personnes travesties ou trans dans les années 80. Donc ça reprend un petit peu cette tradition de prendre en charge le récit de son histoire, mais on montre aussi des travaux comme... Donc c'est une petite installation qu'on a reproduite à minima, on va dire, avec une vidéo que vous pourrez voir et 3 photographies. C'est un travail qui est fait par un duo d'artistes brésiliennes, Gal et Massina, et c'est une très très belle proposition. Peut-être vous connaissiez leurs travaux il y a quelques années, où elles ont été connues grâce au prix Découverte à Arles, où elles travaillaient justement sur une façon en photographie de se réapproprier la violence qu'elles ont pu subir comme personnes trans, queer, non binaires au Brésil, et de produire des images à partir de cette violence, de retourner quelque part, de mettre cette violence dans les images et de les laisser là. Donc leur première série de photographies, c'était les objets qui ont fait qu'elles ont été stigmatisées, par exemple leur façon de s'habiller, les chaussures à talons par exemple, et qui sont construites et refotographiées, mises dans des installations avec les objets qui ont servi à essayer de les détruire. Elles ont été victimes de violences extrêmes, notamment une lapidation dans leur enfance, et c'est une façon de s'approprier ça. Et là, cette installation-là, vidéo, c'est un petit peu la suite de cette proposition. Gal et Massina filment 3 personnes. C'est une installation sur la voix, donc on voit un micro et une installation de micro qui est en train de brûler, en fait, comme un studio qui brûle. C'est ça. Et on entend en fait les voix de ces 3 personnes-là, 3 personnes trans non binaires, qui racontent comment leur voix a été le médium par lequel elles ont été finalement persécutées, parce qu'elles avaient des voix de travelot, des voix de PD. Enfin, c'est les phrases qu'elles expliquent, qu'elles disent elles-mêmes dans leur récit. Et là, voilà, il s'agit de sortir de l'autocensure. Gal, je crois que c'est Gal qui a décidé de plus parler pendant plusieurs années, à force de se faire insulter et traumatiser par rapport à cette voix, et là d'un seul coup cette installation la met en avant. Donc il y a des travaux comme ça qui sont un peu plus peut-être un peu plus plastiques. Celui de Roberta, donc qui défilait tout à l'heure, donc Roberta est morte il y a l'année dernière, peut-être vous en avez entendu parler. C'était une artiste dont là on montre les collages, mais qui était aussi actrice, poétesse, et
dont on montre des collages qui sont assez émouvants parce qu'en fait, ils sont très intimes. C'est toujours des petits formats qui semblent presque avoir été faits comme ça, presque directement dans le lit, et avec des éléments qui reprennent toujours les éléments de sa généalogie quelque part trans, avec évidemment, vu qu'il y avait pas tellement de références existantes, des figures qui sont soit empruntées à la Factory, on retrouve souvent Candy Darling, ou les personnages photographiés par Ujard, ou qu'on retrouve dans les films de Morisset, de Warhol, etc., et qui sont là, qui d'un seul coup deviennent des icônes, ou Frida Kahlo, ou des personnages de pas forcément queer, mais qui peuvent être aussi creep, par exemple, et qui font partie comme ça d'une sorte de grande généalogie que Roberta réunit dans ces collages qui sont pour moi presque des icônes, en fait. Donc voilà, donc il y a pas mal de types d'approches différentes, et notamment aussi, peut-être pour conclure la vidéo une série de vidéos de Brandon Gercara, artiste non-binaire de La Réunion, et qui réutilise une technologie drag qui est le lip-sync pour faire une installation qui s'appelle Lip-sync de la pensée, où Brandon reprend lip-sync parfait des discours de Françoise Vergès ou Elsa Dorlin, ou de penseuses qui l'ont inspiré dans son parcours queer. Et c'est très beau parce que le lip-sync est parfait déjà en termes de performance. C'est impressionnant. C'est impressionnant, mais surtout la voix et le corps sont filmés. Enfin, le Brandon se filme avec l'océan ou les volcans en toile de fond, et d'un seul coup, on entend se mêler à ce discours-là universitaire, académique, très structuré, les bruits de l'océan, les bruits du vent, les bruits des animaux, et le corps qui est en train de transitionner, tandis que l'atmosphère transitionne, et l'environnement tout avec elle, lui, c'est quelque chose qui est, pour moi, assez bouleversant. C'est bouleversant, vraiment très belle vidéo. Une possibilité de noyade aussi dans cette vidéo, mais c'est un sujet. Il faudra que vous alliez le voir si vous l'avez pas vu, cette exposition. Et j'ai envie en fait que là, dans 10 minutes, dans 5 minutes, on vous donne la parole pour que vous puissiez à la fois poser des questions et évidemment juste échanger. On a une vraie bonne demi-heure pour faire ça. Avant ça, peut-être Emmanuel, Anna. Emmanuel, vous le dites, vous avez publié ce livre. Aujourd'hui, vous êtes prof dans un master qui s'appelle, en toute simplicité, genre. Mais vous le dites dans ce livre, il y a vraiment plus de recherche, ce qui est à la fois une bonne nouvelle, ce qui est à la fois aussi on a très hâte de voir ce que ça va donner. Ça va aussi ouvrir ce champ, de donner d'autres arguments. Moi, j'ai envie qu'on se termine en se disant vers où elle va cette recherche, et quelle est la place de la recherche sur cette question précise, puisqu'on est vraiment dans un débat où la question constante de la vérité scientifique, de la justification scientifique est toujours là sur le bas de la route. Qu'est-ce que le chercheur que vous êtes a envie de faire, et surtout qu'est-ce qu'il attend ou qu'est-ce qu'il espère de ce qui se passe du point de vue de l'université? Bon, j'espère beaucoup. Après, faut pas être trop optimiste non plus, à mon avis. Mais en tout cas, oui, il y a des bonnes nouvelles. Et moi, ça m'a fait très plaisir quand le livre est sorti je suis allé le présenter dans différents endroits. Et puis il y avait souvent des jeunes, je veux dire beaucoup plus jeunes que moi, et du coup qui me disaient mais vous savez, ça se passe pas du tout comme ça. Enfin, on se reconnaît pas du tout dans ce que vous avez écrit. C'est vraiment, c'est pour les trans vieux. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, c'est plutôt positif. En fait, ça veut dire que effectivement, ce que je décris là, si une enquête comme ça était reproduite aujourd'hui, ça serait pas du tout les mêmes résultats, ça serait pas du tout les mêmes analyses, et ça irait dans le bon sens. C'est-à-dire que il y aurait moins de personnes, par exemple, qui attendent un âge très avancé avant de s'autoriser enfin à transitionner. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, par exemple. Et la place de la non-binarité serait pas du tout la même. Et en même temps, aujourd'hui, c'est vrai que il y a de plus en plus de travaux. Enfin, moi, j'ai le plaisir d'encadrer plein de travaux sur le sujet. Donc les choses changent, mais il y a toujours un revers de la médaille, on va dire, à la visibilité. C'est toujours un peu une question, que ça soit la visibilité académique, scientifique d'un sujet ou même dans les médias. Pour les personnes trans et non binaires, c'est que il peut y avoir des nouvelles analyses, des nouvelles manières d'aborder la question qui sont peut-être moins politisées que d'autres. Qui sont peut-être aussi, comme ça devient un sujet légitime au fil des années, il y a beaucoup de personnes cisgenres qui travaillent là-dessus aussi, et qui peuvent produire des choses depuis leur propre position
Et moi, je travaille aussi sur la question qu'on appelle la question de la positionnalité, c'est-à-dire comment notre propre position en tant que chercheuse va façonner, va modeler comment on voit ce qu'on voit, comment on analyse ce qu'on analyse, comment on voit les choses comme nous on les voit, alors qu'une autre personne ne les verrait pas de la même manière sur le même terrain. Et ça a des conséquences aussi quand un sujet devient légitime. C'est à la fois positif et en même temps, il y a des choses qui se reconfigurent et auxquelles il faut être vigilante. Ouais. Anna, en termes de stratégie, quand on s'est parlé, on en parlait, il y a aussi, pareil, vous disiez des raisons d'être inquiet, d'être vigilant, d'être en lutte, mais il y a aussi des raisons plutôt positives de se dire qu'il peut commencer à y avoir des alliances politiques pour vous. Alors, je pense surtout, pour revenir à ce moment crucial, que justement on doit faire des choix et déjà choisir est-ce qu'on veut institutionnaliser le mouvement transféministe ou est-ce qu'on veut conserver notre autodétermination, notre autonomie. En France, on a la chance que les luttes trans, en tout cas, soient menées par des associations et des groupes qui revendiquent cette autodétermination et cette autonomie, donc qui ne cherchent pas à être réabsorbés par les pouvoirs de l'État ou des institutions, mais on a aussi, mais je pense que plus que quelque chose qui se présente à nous, c'est une nécessité que l'on doit faire des liens avec d'autres luttes. Dans tous les cas, les luttes trans sont parcourues par d'autres luttes, hein, et puis il suffit de regarder les questions carcérales, la question anticarcérale, la question des papiers, la question de l'accès à la santé, la question de l'accès à l'institution scolaire, au travail, etc. C'est des questions qui sont également présentes dans d'autres luttes, notamment les luttes antiracistes, mais pas uniquement. Et je pense qu'aujourd'hui, face en tout cas aux monstres qui se préparent, parce que littéralement, on l'a encore vu, la place de l'extrême droite est plus grande que jamais, en tout cas en France, et aussi de voir à quel point, parce que j'ai l'impression qu'un peu les thématiques trans permettent de structurer l'extrême droite. Et c'est ce qu'on a vu avec Mélanie. Vous savez, c'est assez intéressant parce que Mélanie, elle avait buzzé à l'époque en 2019, il me semble, avec avant d'être élue, ouais. Avec un petit, comment, pardon? Avant d'être élue, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Avec un petit extrait qu'elle avait fait dans un truc sur les familles où elle disait je suis Mélanie, je suis une femme, je suis une chrétienne, c'est vraiment quelque chose que qui a été joué dans les boîtes de nuit en Italie, etc. Enfin, c'est vraiment un délire. Et on l'a vu avec Trump, parce qu'on n'en parle pas assez, mais en fait, Trump, dans sa campagne de 2016, il ne parlait pas, en tout cas pas comme il l'a fait à cette dernière campagne, des questions trans. Donc moi, je pense que on ne pourra pas lutter contre ça de manière isolée, mais que on doit aussi créer des alliances, et créer des alliances, ça suppose énormément de choses, hein. Il faut des termes de chaque côté, que les termes soient respectés, et il faut que chaque personne puisse aussi être, conserver justement son pouvoir, sa propre décision sur ce qu'elle veut pour son groupe, mais qu'on est dans cette période, qu'on doit à cette période-là réaliser des alliances. Et c'est un peu ce qui est en train de se faire. On peut le voir dans certains mouvements de gauche, mais je trouve personnellement que on peine encore à le faire. Et il suffit de voir les moments de crise où finalement il n'y a pas tant de groupes et pas tant de personnes que ça qui prennent publiquement. Comme des alliés, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Mais qui achoppent, on parle notamment évidemment de la gauche, toujours sur des questions qui sont pareilles, des questions qui ont toujours un peu structuré, les questions des luttes féministes, les questions des TDS, des travailleurs du sexe, etc. Donc ça se retrouve. Bon, écoutez, moi j'ai quand même très envie que cette salle puisse s'exprimer, poser des questions. On a une bonne vingtaine de minutes pour le faire. Merci beaucoup. Tous les trois, mais ce n'est pas fini. Un petit micro se balade, je crois. Oui. Bonsoir, Sacha. J'ai écrit histoire de formuler un peu, en plus, je crois même être plus âgé. J'ai pas l'âge, mais je pense que je suis plus âgé. En fait, ce que j'entends de plus en plus souvent, quand j'essaye de
parler un petit peu d'où je parle. C'est que c'est compliqué, il y a plein de mots, il y a plein d'étiquettes. Et j'ai le sentiment qu'en fait, on a un framework d'introspection qu'on a construit avec effectivement beaucoup de cases qui nous aident à nous retrouver et savoir un peu où on est. Et dont nous, on a besoin, mais qui est utilisé dans un contexte conversationnel ouvert et qui, aujourd'hui... en tous les cas, moi, pour trouver une place dans la société, j'ai le sentiment que finalement c'est un peu contre-productif. Et est-ce qu'on doit, ou on peut, ou on doit, je sais pas, ça fait partie de la question, peut-être resimplifier notre manière de nous raconter. Donc ça s'adresse à tout le monde, hein, débrouillez-vous avec ça. Moi, je m'étais mise à manger, mais qui a envie de parler? Mais en même temps, c'est peut-être... Là, en fait, je comprends, mais c'est aussi... Un des discours qui est produit aujourd'hui consiste à dire ils sont, elles sont, tellement de trucs. Bon, il y a énormément de vidéos humoristiques absolument dégueulasses produites là-dessus, mais sur cette question-là, en tout cas, ou cette espèce parfois de caricature, ou sur l'idée même que ces termes-là, en tant qu'ils existent, sont trop complexes parce qu'ils existent. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose ou pas? Est-ce que vous avez la sensation, enfin, peut-être, je sais pas, Emmanuel, et aussi peut-être aussi sur la question des noms. Alors là, on n'en a pas parlé, mais on parle de l'histoire des luttes. Il y a quand même aussi des choses. On peut pas ne pas parler aussi à la fois quand on parle de la structuration de l'extrême droite, beaucoup de chercheuses le disent, vous le dites parfois, qu'il y a eu aussi, parce que il y a eu une forme d'intégration, une acceptation du mariage pour tous, etc., que l'enjeu s'est déplacé sur les trans, d'une partie de la droite, de l'extrême droite, des catholiques, etc., que cette question-là, justement, des termes dont on se présente, des termes qu'on utilise, ont traversé aussi la lutte des homosexuels. Est-ce qu'on disait homosexuels? Est-ce qu'on disait PD? Est-ce que toute cette existence-là de termes posés au milieu de la société posait problème? Voilà, une petite question de moment, justement. Alors, j'avoue que je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris la question, mais après ça fait partie, voilà, en fait, ça fait partie d'une histoire, encore une fois, c'est-à-dire que peu importe, enfin, je donne mon avis sur la question, mais en fait, les termes, ils évoluent très vite, surtout dans ces mondes-là, sur ces sujets-là. Et quelles que soient les époques, en tout cas moi, de ce que j'ai pu regarder, bon après je suis sociologue du contemporain, je suis pas historien, mais c'est que les termes peuvent poser problème, quels qu'ils soient, à différentes époques, et surtout que différents termes coexistent toujours. Donc voilà, même aujourd'hui, il y a plein de manières de manipuler en fait ces termes-là. Et tout le monde, surtout, n'en a pas la même définition, y compris les personnes concernées, même si moi aussi je peux avoir des problèmes avec cette expression. Donc c'est moi, par exemple, j'ai rencontré beaucoup de personnes trans ou non binaires qui me disaient mais c'est quoi trans? Moi je suis pas trans, je suis une femme. Enfin, et du coup j'étais bon, ok, très bien. Et en fait, finalement, j'ai l'impression que ces termes peuvent être instrumentalisés, voilà, dans le monde social dans lequel on vit très facilement, et en même temps que les personnes voilà, qu'on désigne avec ces termes ne se reconnaissent pas forcément dedans. Enfin bon, mais je suis pas sûr d'avoir compris la question. Non, mais la question, la mienne était très mal faite, mais j'ai compris voilà, j'espère que ça vous donne une forme de réponse. Mais si Luciana, t'as envie de répondre? Moi, ça me laisse un peu partager cette question si je l'ai bien saisie, parce que à la fois je dirais oui, et à la fois je dirais non. C'est-à-dire que mais en fait, je me souviens très particulièrement d'un moment où je faisais mes études et on devait constituer un groupe pour travailler sur les questions de genre dans les lycées et collèges, et où ma prof de l'époque m'avait dit que mes pensées étaient trop complexes pour qu'elles puissent être comprises, et donc m'avait proposé de sortir de ce groupe. Et en même temps, je réalise que, parce qu'aujourd'hui j'ai
une perspective différente sur le sujet, sachant que je pense vraiment à comment faire avancer les droits des personnes trans et comment faire avancer la lutte pour les personnes trans. Et parfois, je pourrais être amenée à me dire, oui, peut-être que pour voilà les citoyens, le peuple dans son ensemble, ça peut être un peu compliqué de se familiariser avec toutes les terminologies et toutes les complexités du monde trans, c'est sûr. Mais est-ce qu'on doit se plier aux exigences du monde, ou est-ce qu'on doit imposer nos codes? C'est une question que je ne saurais pas répondre, mais qui se pose, ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, allez-y, pardon. Vous semblez dire que vous avez des problèmes avec l'expression ou la question des personnes concernées. Est-ce que vous pouvez juste en dire plus, s'il vous plaît? Anna, je crois, c'est ça? Moi, je vais juste donner 2 exemples. Ça serait Blair Witch, il me semble qu'elle s'appelle, ou Caitlyn Jenner. Maybe this one, vous la connaissez. Donc, c'est pour dire, la question des personnes concernées, mais ça, c'est encore quelque chose qui est très essentialisant. C'est-à-dire que parce que tu es d'une telle identité, du coup, tu es la seule et l'unique personne à détenir le savoir sur cette communauté, et tout ce que tu dis sera valide ou en tout cas vrai dans ce qu'on entend par la vérité. Mais en fait, c'est pas le cas. On peut être une personne trans et dire n'importe quoi sur les questions trans, et on peut voilà, comme on peut être une personne noire et dire n'importe quoi sur les luttes antiracistes. C'est quelque chose c'est des choses qui arrivent et dont il faut qu'il faut prendre en considération. Je sais pas si vous voyez qui c'est cette youtubeuse Blair, il me semble que c'est Witch son nom, mais je suis pas sûre. Blair, ouais, voilà, bref, c'est une youtubeuse, une femme trans qui est d'extrême droite et qui passe son temps à militer justement pour le recul des droits des personnes trans, parce qu'elle prétend, elle dit non mais moi je suis pas une femme, en étant d'ailleurs extrêmement binaire justement, donc c'est-à-dire qu'on la voit, on ne devine en aucun cas qu'elle est trans, mais elle va dire non, les personnes trans n'ont pas le droit de faire du sport dans les cas les femmes trans ne peuvent pas faire du sport avec les femmes cis, il ne faut pas hormoner les gens, il ne faut pas, bref. Et donc cette question des concernés, moi je trouve que on l'a un peu justement libéralisé. C'est un peu comme l'intersectionnalité où il y a eu du coup un peu une réappropriation, je sais pas, c'est devenu quelque chose qui peut ne plus avoir de sens. Alors après, je vais pas vous dire que je serais super heureuse de voir plein de personnes cis étudier ou parler des questions de transidentité. C'est déjà quelque chose qui a été fait et qui s'est vu et qui pour lesquels je me battrai pas. Mais je pense que c'est important de remettre en question ce concept même de personnes concernées. Oui, je rajoute peut-être une chose. Alors moi, c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons. C'est marrant même si j'utilise ce terme parfois, ou même je l'écris, moi c'est plutôt sur l'aspect concerné. C'est-à-dire que je pense pas que les personnes qui devraient être les plus concernées par le cis-sexisme, c'est les personnes trans et non-binaires, quoi. Je pense que c'est plutôt les cisgenres qui devraient être concernés par ça, quoi. Et c'est de la même manière pour toutes les autres oppressions systémiques, hein. Donc c'est plutôt pour ça. Et ça a été développé pour ceux que ça intéresse dans un texte par Joao Gabriel. Il a écrit là-dessus un texte sur pourquoi c'est problématique cette expression de personnes concernées. Et cet argument-là, moi, que je donne, c'est le sien, en fait. Voilà. Merci, Jean-Gabriel. Le micro peut passer, je crois, juste devant. Ah non ? C'était la même question. C'était bien fait. Y a-t-il une autre question, des autres questions, des envies d'échanger ? Après, il est 20h30 et on va tous se retrouver au bar, sans doute. Mais si vous avez envie d'une question formulée en public, c'est le moment ou jamais. C'est bon, je crois que c'est jamais. Ou c'est au bar. Voilà. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Bourbatier. Merci beaucoup Anna. Merci beaucoup Smith.
Il y a un stand de la librairie Les Mots à la Bouche qui peuvent vous vendre les livres d'Emmanuel et d'autres livres de fort bonne qualité, dont certains que nous avons cités. Je vous rappelle les 2 expos, Gaîté Lyrique et Rue Chapon, je crois. Merci beaucoup. Il y a la présence d'une co-curatrice ici aussi. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.